Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite et fin de ma conversation avec Fawzi Sebouaï. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous conseille de commencer par là et de nous retrouver ensuite ici pour profiter pleinement de ce témoignage riche et authentique. Lors de cet épisode, vous en saurez encore plus sur le parcours de Fawzi, notamment dans le milieu professionnel. Par exemple, comment il a vécu le handicap dans une grande entreprise et surtout, quelles sont les motivations derrière sa nouvelle aventure professionnelle au sein d'Engagement et Performance. Écoutez bien jusqu'au bout pour découvrir les réponses de Fawzi aux traditionnelles questions de la fin. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Fawzi Sebouaï. On va revenir du coup à la carrière professionnelle. Une fois que tu as fini tes études, tu as postulé donc dans une grande entreprise et je voulais savoir comment tu as appréhendé ce premier entretien. Est-ce que le handicap, tu l'as noté sur le CV en gros ou pas du tout? Enfin voilà, comment les choses... Alors, non, j'ai pas mis en avant mon handicap. Ça me paraissait pas nécessaire. Et en fait, mon insertion professionnelle, elle s'est surtout faite par des missions d'intérim au départ. Donc, ça n'engage personne dans la durée. Donc, j'ai fait quelques missions d'intérim qui a permis en fait à la société d'intérim d'évaluer mon profil et d'avoir un peu de retour des entreprises sur mes compétences. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire une mission d'intérim dans la société dans laquelle j'ai passé 25 ans. Et à la suite de cette mission d'intérim, il y a une opportunité qui s'est présentée. Et je l'ai saisie. J'ai eu des entretiens. Les personnes m'ont toujours évalué sur mes compétences. Et je pense même que mon handicap a été parfois un élément de confiance, un atout, parce que et plus j'ai progressé et plus ça m'a aidé. Mon employeur, en tout cas, a toujours considéré mon handicap comme une force, comme une différence, comme un élément supplémentaire, plutôt que comme un inconvénient, une contrainte. Ou une contrainte. Alors après, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas nécessiter d'aménagement. J'ai un handicap physique, mais qui ne nécessite pas de gros aménagements. Je ne suis pas en fauteuil roulant. Mais même globalement, dans l'entreprise, on avait toutes sortes d'handicaps. J'ai eu moi-même une collaboratrice malentendante. On avait tous les dispositifs qui permettaient, même quand on était en visio, d'avoir des systèmes amplifiés, audio amplifiés. On faisait tous attention. Et ça a toujours été un vrai élément fédérateur dans une équipe, parce qu'on a tous envie de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans une équipe. Donc ça permet aussi de... Donc non, moi, j'ai pas eu... Après, j'ai eu quelques opportunités. Par moments, j'avais été chassé, comme on dit dans le jargon. Donc, on m'avait proposé d'autres opportunités. Donc, j'ai eu des entretiens. J'ai jamais senti... Alors, soit ça ne me concernait pas, ça passait au-dessus. Mais à partir du moment où, pour moi, le handicap n'existait pas, je pense que... je ne l'ai jamais fait sentir aux autres. C'est-à-dire que je ne voulais pas être jugé par rapport à mon handicap, même si le handicap est là. On ne peut pas dire qu'il n'est pas là, mais j'ai toujours fait en sorte d'être jugé sur ma personne. Et je n'ai jamais eu le sentiment ou ressenti le besoin d'avoir à me justifier par rapport à ça. Ce n'était pas un sujet pour moi parce que
je savais ce que c'était aussi déjà de construire, d'avancer, et je me mettais pas de pression sur la façon dont les choses allaient se construire, parce que déjà rien que le fait de les construire, c'était déjà un exploit pour moi. Tu vois, j'ai jamais non plus été carriériste en me disant j'ai toujours fait face. J'ai toujours été volontaire, j'ai toujours montré que j'aimais les projets. Il y a aussi un élément qui m'a beaucoup aidé, on n'a pas évoqué, c'est mon militantisme associatif. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on parlait de bienveillance, c'est aussi de vouloir un peu quelque part restituer. J'ai eu la chance d'être membre de plusieurs associations étant jeune, dont une association qu'on avait créée dans notre quartier qui s'appelait AJC, AJC pour Avenir des Jeunes de la Cité, et avec mes deux acolytes qui sont mes deux amis d'enfance, qui sont mes frères, mes témoins de mariage, que je connais depuis tout jeune, et que j'embrasse très fort parce que eux, ça a été vraiment des piliers aussi dans ma reconstruction. On a monté une association et on a développé vraiment des choses et on a apporté une réelle contribution sociale au quartier, notamment avec, à l'époque, on avait une espèce de structure socio-culturelle dans laquelle nous, on avait pu, jeunes, faire des animations, puis qui avait été fermée pour des problèmes de violence, toxicomanie, mais nous, on était tout jeunes, et cette structure avait été fermée alors que jusqu'à nos 12-13 ans, on y allait, on faisait des ateliers cuisine, lecture, bricolage, on regardait des films, il y avait des sorties, donc c'était un lieu de vie. Et puis, quand je suis revenu au quartier après mon accident, ce centre avait été fermé. Il était en plein cœur du quartier. Et donc, on a commencé à sentir les effets de l'absence de structure. Et donc, on s'est mobilisé avec des éducateurs spécialisés, puis on a créé une association, puis on a poussé le projet au niveau de la municipalité qui a écouté nos revendications. Et du coup, on est reparti sur un projet d'aménagement et réussir à faire des choses comme ça qui aboutissent sur des vraies qui ont du réalisations, sens. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Oui, et du coup, tu te mettais moins de pression pour le côté Je professionnel. me mettais moins de pression parce que je me disais, tu es capable de faire des choses. Voilà, donc cette confiance, cette capacité que j'ai continué à développer, à entretenir, m'a beaucoup aidé à construire. Et après, tout comme ma vie sentimentale, avec Anne, on ne s'est pas fait des plans. On avait juste envie d'être bien ensemble et de vivre les choses comme elles se présentaient. Bien évidemment, à un moment, on est bien, puis on se dit, ouais, on pourrait faire un enfant, puis voilà, et puis comme dans tous les couples, mais on ne s'est pas mis de pression. Nous, on s'est mariés, on avait déjà 2 enfants, parce que c'était à ce moment-là qu'on avait envie de se dire je t'aime différemment. Et donc, en fait, je ne sais pas si c'est toujours mon accident qui fait que... Pourtant, j'aime bien planifier les choses. Souvent, on va me dire, Fawzi, avec toi, c'est tout le temps carré, truc, tu as tout le temps besoin de... Oui, tu as besoin d'anticiper, tu as besoin de planifier, tu as besoin de perspective, mais en même temps, tu veux vivre aussi l'instant. Donc, il y a cette richesse qui fait que... C'est notre vision de la vie, ouais. Enfin, une vision différente. Mais j'aimerais savoir si tu as quand même eu... une fois ou plusieurs fois, des remarques désobligeantes liées à ton handicap, ou en tout cas des choses qui t'ont blessé ou marqué. Alors, sincèrement, j'ai plus eu des remarques désobligeantes par rapport à mes origines que par rapport à mon handicap. Je me suis retrouvé 2-3 fois dans des situations où on me faisait des remarques en me disant « Ouais, mais là, c'est probablement la différence culturelle qui fait que... tu peux pas comprendre. » Bon. Non, par rapport à mon handicap, je n'ai jamais senti le moindre... non. Et une fois de plus, tu vois, j'ai toujours été volontaire, j'ai toujours été dans l'action, j'ai toujours été... j'ai toujours voulu construire, j'ai toujours voulu essayer de
d'avancer, d'être debout, de rester debout, de progresser, de partager, d'aller vers l'autre, d'être dans je disais tout à l'heure, un peu un épicurien de la vie. Moi, la différence, ça me stimule plus que ça ne... Voilà, déjà d'entrer parce que, une fois de plus, tu disais, en fait, on a l'impression que ton handicap t'a construit, mais complètement. Mais à un point où, aujourd'hui, je ne changerai rien de ma vie. Et je ne changerai pas, même si ça a été très douloureux et très traumatique, cet accident. Et même si aujourd'hui, j'en subis encore les conséquences, comme je te disais, voilà, on me parle de risque d'amputation, j'ai toujours effectivement une activité physique réduite, mais c'est pas ça quoi, le plus important. C'est d'avoir être entouré d'amour. Je veux pas jouer aussi, mais j'ai une femme qui prend soin de moi, que j'aime. J'ai des enfants que je vois grandir, que j'accompagne dans leur développement. Ma fille Anissa, c'est ma fierté, c'est ma force. Je lui dis tout le temps qu'elle me donne une force incroyable. Elle a fait médecine, elle a fait des études de kiné, elle est kiné depuis 1 an. Mais d'où j'arrive, moi, d'où mes parents sont arrivés, parce que mes parents sont arrivés en France dans les années 1955. Ils étaient dans les bidonvilles de Nanterre. Ça s'appelait l'Hôtel Dieu. Ils sont arrivés et ils se sont installés à Créteil en 1962, je crois. Je suis issu d'une fratrie de 11 enfants. On était effectivement dans un environnement social précaire en tout cas. Je ne sais pas ce que ça veut dire précaire, parce que j'ai jamais manqué d'amour, j'ai jamais manqué de rien. J'ai une famille, j'ai un niveau de confort que malheureusement beaucoup de Français n'ont pas. Mais j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai eu les épreuves même en plus, j'ai passé par le rattrapage, mais en tout cas, je ne perds pas de vue là où je viens. Et en fait, mon handicap, c'est presque une anecdote en fait, dans tout ça. Parce que ma vraie fierté, c'est mes enfants et c'est ce que j'ai fait par rapport à mes parents. J'ai perdu ma mère en 2015. Mon père, j'ai en 85. À chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose dans la vie de beau, un bonheur, je pensais à mon père tout le temps. Quand Anissa est née, en allant voir ma mère à la maison, je pensais à mon père et je lui disais, voilà, papa, et même si j'ai perdu mon père à 15 ans, il est toujours là. Et parfois aussi, quand je fais des choses dont je suis moins fier, j'ai un peu envie de m'excuser, mais voilà, mais en tout cas, je garde, tu vois, cette trajectoire. Ce qui est important pour moi, c'est cette notion de trajectoire. C'est le parcours qui fait la force. De savoir d'où on vient et où on va. Voilà, d'où on vient et où on est. Alors, où on va, après, on peut avoir des ambitions et tout, mais aussi savoir déjà où on est. Être capable de se dire, c'est quoi le chemin parcouru ? C'est quoi les différents chemins, les différents parcours qui t'ont emmené. Donc, c'est quoi ta trajectoire ? Et c'est ça qui t'enrichit, c'est ça qui fait toutes les rencontres, tous tes échecs, toutes tes réussites. C'est ça qui te construit. Après, le handicap, il fait partie de toi. Tu n'as plus le choix, tu n'as pas demain, on va te dire, ok, ça n'existe pas, il n'y a pas rien à attendre. Il y a juste une situation avec laquelle tu dois composer. Et plus tu l'accepteras, et plus tu seras efficace. Et acteur de ta vie. Et maître de ton destin. J'ai une question sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans les entreprises au sujet du handicap. Parce que tu as quand même une longue expérience dans une grande entreprise. Donc, est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qui pourraient être améliorées ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, Pauline. Dans les entreprises, j'ai envie de dire, comme dans la vie. Et c'est pas que je veux pas parler de l'entreprise, parce que j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui était vraiment sensibilisée à ces problématiques-là.
je sais que c'est pas le cas. C'est pas le cas dans toutes les entreprises. Nous, on avait une vraie mission handicap, on avait des vrais programmes pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, ça existe, on ne peut pas faire comme si... donc, il faut effectivement, mais déjà que le collaborateur accepte son handicap, le reconnaisse aussi, parce qu'on a beaucoup de situations où la personne n'ose pas dire qu'elle est handicapée, on en parlait tout à l'heure, parce qu'elle a peur du regard des autres, elle a peur et où elle considère que c'est sa vie personnelle. Donc mais après, je pense que aujourd'hui, c'est surtout dans la vie qu'il faut qu'on améliore. Hier encore, j'étais à Paris pour un déjeuner. L'accessibilité au transport en commun, c'est une catastrophe. Ça fait peur, au vu des JO qui arrivent, je comprends qu'on ait envie de partir. Je me retrouve à devoir descendre des escaliers mouillés en béquille. Alors ça va, j'ai l'habitude, ça fait 32 ans. Mais une personne en fauteuil roulant, elle doit... la dernière fois encore, je vais à Paris en transport, en voiture, j'ai un macaron handicapé. Mais même quand j'ai un macaron handicapé, je dois quand même passer à la borne pour pouvoir prendre un ticket qui m'exonère du parking. Dans les parkings souterrains ? Non, là où il y a des horodateurs, dans les rues. Il faut quand même aller à l'horodateur ? Voilà, parce que comme ils ont des systèmes de contrôle automatique avec des voitures qui passent et qui flashent toutes les plaques, je savais pas. Si tu n'as pas fait cette demande de ticket, eh ben, du coup, la voiture qui flash ne sait pas que tu as fait la demande d'exonération. Mais le macaron, il ne pourrait pas avoir le ticket, non, le flash ? Non, parce qu'il flash la plaque, il ne flash pas le pare-brise pour identifier le macaron. Il y a quelque chose qui est mal foutu là quand même. Oui, ils pourraient déjà dans leur base enregistrer définitivement les plaques des personnes qui sont avec une carte mobilité PMR, inclusion ou faire quelque chose. Mais là où il y a une vraie difficulté, c'est que je me gare. Je n'ai pas d'horodateur pour faire ma demande. Ce que vous voyez pas, c'est que Fawzi me fait le schéma de comment il se gare. Je me gare et là, la borne est là. Non mais tu vois, je me gare et je tourne pour trouver une borne horodateur et j'en trouve pas. Donc je ne peux pas déclarer ma présence. En fait, il faudrait que la borne vienne à toi, si on est logique. Il faudrait qu'on ait une application pour dire, voilà, rentrez votre numéro de carte handicapé, patati, ou qui nous enregistre une bonne fois pour toutes. J'y vais assez souvent à Paris. Donc à chaque fois que je me gare, il faut déjà, que je trouve des places handicapées. Il y en a, mais oui, déjà, il y en a beaucoup qui sont prises. Si on met une place handicapée, il faudrait qu'on ait le réflexe de mettre une borne d'enregistrement à côté de la place handicapée pour éviter à la personne handicapée de devoir faire des kilomètres c'est le principe quand même de la place pour trouver une borne. Bah oui, tu vois, c'est et donc je ne trouve pas de borne. Et ben là, paf, ça ne manque pas. Je prends une amende que je conteste, donc ça me fait perdre du temps. Leur système RAPO là de la ville de Paris, je conteste, j'envoie tous les documents et là je reçois un refus. On me dit bah non en fait. Fallait quand même déclarer votre stationnement. Et donc, je dois ouvrir un contentieux auprès du tribunal. Et donc, j'ai refait mon recours auprès du tribunal mais sérieusement. Mais ça, il doit y avoir des associations qui sont sur le coup et qui peuvent aider à ce dossier. Mais ça peut être intéressant d'être plusieurs. Parce qu'en fait, vous êtes certainement tu vois, plusieurs. Quand tu parlais de l'exemple en entreprise, montrons l'exemple. Déjà, juste au niveau de la fonction publique, on n'a pas les 6% de personnes handicapées. Voilà, donc on doit être à 3 au maximum. Donc les entreprises font ce qu'elles doivent faire. En tout cas, moi, je sors d'une entreprise qui avait vraiment dans ses valeurs une forte sensibilisation aux personnes en situation de handicap. Maintenant, le handicap, c'est pas juste l'affaire de l'entreprise. Voilà, il faut favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. On peut mettre des quotas, mais on doit surtout montrer l'exemple. Voilà. Et là, on est très très loin en France, que ce soit en termes de recrutement des personnes en situation de handicap, qu'en termes d'aménagement des infrastructures pour leur faciliter la vie.
Donc si j'ai bien tout suivi, il y a moins d'1 an, tu as pris un tournant dans ta carrière en quittant ton poste de salarié et en t'associant pour créer Engagement et Performance. J'aimerais savoir quel a été le déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat à 50 ans passés et qu'est-ce que tu souhaites faire avec ce nouveau projet ? Effectivement, j'ai quitté mon entreprise après 25 ans parce que il y avait des réorganisations, une fusion, le modèle que j'avais connu évoluait, et c'était un moment où il y avait une réflexion aussi à mon niveau de toucher autre chose. Parce que 25 ans, c'est toute une vie. Mais j'avais envie de compléter en fait ça, et puis surtout de commencer à restituer. À transmettre, voilà. Restituer un petit peu, partager mon expérience. Et donc, j'ai décidé effectivement de partir sur un projet de reconversion sans réellement savoir vers où j'allais aller. Mais c'était quelque chose aussi qui pouvait, on parle beaucoup aujourd'hui de quête de sens, c'était quelque chose qui répondait plus à des aspirations personnelles. Là, j'étais bien, dans un bon environnement, mais ça restait un peu la même histoire. Et puis comme en plus, comme tu le sais, j'ai une reconnaissance qualité de travail handicapé qui fait que je peux partir à la retraite de façon anticipée. Donc ma retraite, c'est dans 3 ans, a priori, un peu moins même. Et donc, il ne me restait plus beaucoup à faire. Donc, pas grand-chose à risquer. Et puis, c'était aussi, pour moi, peut-être un tremplin pour la suite. Me dire, voilà, tu pars sur quelque chose de nouveau, ce qui te permettra peut-être de continuer un petit peu à travailler après ta retraite, à faire des choses. Mais voilà, j'avais ces différents éléments. Et donc, lorsque j'ai quitté mon entreprise, j'ai d'abord fait des choses pour moi. J'ai pris du temps. J'ai notamment, avec des amis, organisé un voyage au Maroc. On est parti, c'était au mois d'octobre 2022. On est parti à 7 familles, à 26, parce que j'avais des couples d'amis qui m'avaient plusieurs fois dit tiens, on ne connaît pas le Maroc, on aimerait bien aller au Maroc, tu connais le Maroc, ce serait sympa. Donc, j'ai dit on va y aller ensemble. Avec des enfants, avec nos enfants, les plus jeunes, parce que les plus grands, c'est toujours plus compliqué de les emmener avec nous maintenant. Et ce qui se passe, c'est que j'avais du temps, je voulais faire quelque chose d'utile. Et à travers ce voyage, en fait, j'ai proposé à mes amis de donner une dimension solidaire, c'est-à-dire faire un vrai truc. Et pour la petite histoire, je crois que tu viens de Toulouse, on s'est mis à la recherche d'associations qui effectivement intervenaient au Maroc, proposaient des projets solidaires auxquels nous on pourrait apporter une contribution. Et j'ai donc rencontré une association toulousaine qui s'appelle Lettres du désert et qui a pour projet en fait de financer des vélos pour les jeunes qui sont scolarisés dans le désert et qui parfois doivent marcher 3 heures par jour pour aller à l'école. Et avec nos amis, on a construit ça. Donc moi, j'ai donné du temps pour organiser tous ces jours, ce circuit. Et puis, on a apporté une contribution. On a financé une 30aine de vélos sur les 100 vélos qui sont renouvelés tous les ans. On a apporté du matériel informatique pour équiper un atelier. Et ça, c'était dans mon besoin de quête de sens. J'ai bossé pendant 25 ans. J'avais envie à un moment donné de faire quelque chose pas d'utile, parce que ce que j'ai fait c'était utile. Je travaillais quand même dans une entreprise qui a pour noble mission de corriger la vue, donc puisque c'était le leader mondial du verre ophtalmique. Donc voilà, j'avais déjà fait des missions solidaires dans des orphelinats pour équiper les enfants. Souvent aussi, ces enfants sont en situation d'échec scolaire, en fait juste parce qu'ils ont des troubles de la vision que les parents n'ont pas décelé. Donc on avait quand même une mission solidaire, donc je faisais quand même des choses utiles, mais là j'avais envie de faire quelque chose aussi de personnel et j'avais du temps. En fait ensuite j'ai été
contacté par un ancien de mes collègues qui avait monté une boîte autour du développement collectif. Donc, le principe est de considérer que dans une entreprise, la performance, elle se réalise en équipe et qu'on peut développer des individus, mais que lorsqu'on arrive à développer les interactions de ces individus au sein d'une même équipe qui porte un projet commun et collectif, on est plus performant. Et ça vient surtout du sport de haut niveau, puisque Aurélien s'est associé donc, il y a 3 ans avec Benoît, qui est issu du sport de haut niveau, pour créer cette petite start-up engagement et performance. Et l'idée, c'était de dire comment on peut utiliser les techniques du sport de haut niveau pour aider les entreprises à être plus performantes au niveau de leur dynamique collective. Et ils ont démarré 2 ans, et puis au bout de 2 ans, ils ont eu l'idée de développer une plateforme qui permet de faire un diagnostic en ligne, et c'est à ce moment-là qu'Aurélien m'a proposé de rejoindre Engagement et Performance pour les accompagner dans le développement, et puis avec mon expérience et mes compétences financières et ma sensibilité au monde des affaires, on va dire, il souhaitait que je puisse l'aider à transformer un petit peu ce concept en réalité économique. Et donc j'ai fait ça. C'était au moment où justement j'étais en train d'organiser mon voyage au Maroc avec mes amis, donc c'était en octobre 2022. Et puis on a testé, et puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien. Et donc j'ai décidé de les rejoindre en tant que directeur associé. Donc ça fait un peu plus d'1 an que j'y suis maintenant. Et puis ça se développe bien. Et moi, ça répond à ce que je cherchais. C'est-à-dire que Benoît, lui, va nous apporter l'expertise du sport de haut niveau. Il a été coach notamment de grands sportifs comme Teddy Riner, par exemple. Aurélien a cette expérience opérationnelle où il a été dans des boîtes de conseil et sur des postes plus opérationnels. Et en plus, voilà, il a un parcours exceptionnel et fait les plus grandes écoles, tout ça. Donc, il apporte cette dimension pragmatique et intellectuelle, entre guillemets. Et puis, moi, j'apporte cette sensibilité aussi à la fois à la diversité, mais à l'action, à toute cette expérience qui m'a en fait porté pour pouvoir justement considérer en fait que chaque obstacle était une opportunité de grandir. Et puis le collectif. J'ai un peu l'impression que le collectif, c'est l'histoire de ta vie. En tout cas, c'est cette dimension, ce sujet en tout cas de développement collectif et le pédigré de ces 2 personnes-là. D'être très complémentaires. Voilà, qui m'a fait me sentir très à l'aise avec le projet, en tout cas sur ma capacité à apporter quelque chose pour compléter. Voilà, et donc je prends aujourd'hui en tout cas beaucoup de plaisir avec eux 2, avec Daneka qui nous a rejoint récemment. On développe un projet et c'est hyper intéressant et stimulant d'arriver et d'aider les gens à être plus performants plutôt que d'évaluer les gens. Tu vois, le vrai sujet, c'est de tirer vers le haut plutôt que leur taper sur les doigts, quoi. Ouais, ou en tout cas de leur faire prendre conscience de leurs forces, de leur donner des pistes de développement, pas d'amélioration. L'amélioration, ça fait. On est vraiment sur des sujets où et on l'observe quand on intervient. On parlait de bien-être au travail, on parlait de. Là, on est vraiment effectivement sur une approche qui permet à l'individu de mieux se sentir dans son collectif. Et aujourd'hui, ce qu'on observe sur le marché, c'est qu'un collaborateur, il quitte son entreprise parce qu'il ne se sent pas bien dans son équipe. C'est-à-dire dès qu'il y a un problème avec le manager, ou il y a beaucoup de turnover, et parfois, même quand l'entreprise traverse des situations qui peuvent être difficiles, parce que le marché est tendu, parce qu'il y a des changements de réglementation, parce que l'environnement évolue et que l'entreprise doit s'adapter à son environnement, même quand on est sur des périodes de tension, de stress,
quand on est bien dans son collectif, on peut le vivre, ça. Moi, c'est ce que j'ai observé dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, parce qu'on était en pleine réorganisation, fusion. Néanmoins, j'ai l'impression que dans mon équipe et dans l'équipe à laquelle j'appartenais, parce que j'avais une fonction de manager, j'avais une équipe, mais moi j'étais aussi manager. Pourtant, en plus, dans une fonction, on va dire, très exposée à cette fusion, puisqu'on était à la direction des achats, et que ça fait partie souvent des choses sur lesquelles on va tout de suite chercher des économies d'échelle, en disant tes achats plus mes achats, ça fait beaucoup plus d'achats, et patati et patata. Donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Malgré cet environnement très exigeant, on a réussi à maintenir, en tout cas, un esprit d'équipe, un collectif. Ça n'efface pas les difficultés, ça n'influe pas sur les choix qui sont pris par l'entreprise, mais ça permet en tout cas de se préserver et de prendre conscience du fait que la situation, c'est pas nous qui l'avons provoquée. On ne nous demande pas notre avis sur ces sujets-là. Par contre, la façon dont nous, on doit vivre cette décision, c'est nous qui le décidons. Oui, je suis vraiment en train de réaliser que finalement, la vie d'entreprise et d'une équipe, c'est finalement comme dans un couple ou une relation amicale. Quand il y a des tempêtes, il faut que le noyau soit solide pour traverser la tempête, quoi. Et que finalement, négliger la cohésion d'équipe, c'est vraiment une grosse erreur, parce que quand tout va bien, tout va bien, mais quand ça commence à tourner au vinaigre ou qu'il y a des périodes un peu plus difficiles, c'est là que ça s'effrite un peu, alors que s'il y a une bonne cohésion d'équipe... C'est la force. Il y a beaucoup de choses où on dit, ensemble on est plus fort, et seul plus vulnérable. Mais non, c'est en tout cas, pour boucler avec mon handicap, je pense que mon handicap m'a énormément apporté sur toutes ces dimensions-là, sur ces dimensions de résilience, sur ces dimensions de bienveillance, sur ces dimensions de courage. J'ai conscience, en fait, juste de la chance que j'ai d'être là où je suis aujourd'hui. Et je n'ai jamais oublié mon point de départ, même si moi, j'ai pas grandi dans les bidonvilles de Nanterre, puisque mes parents... il était entre 57 et 62, si je dois être précis. 56 même, et 62. Moi, je suis né à Créteil en 70. Mais j'ai toujours cette perspective-là en tête. Et j'ai toujours conscience de la trajectoire que j'ai eue. Dans les personnes, moi, qui m'inspire aujourd'hui, il y en a quelques-unes. Je pense à Ilham Kadri, qui est PDG de Solvay. Alors, je crois que ça porte un autre nom maintenant, mais et qui promeut la diversité de parcours. C'est-à-dire qu'elle, en fait, pour la faire un peu plus simple, elle explique que si on va chercher tous ces cerveaux au même endroit, on aura les mêmes schémas de réflexion. Et que le parcours d'une personne est aussi important que son pédigré. Et c'est surtout son parcours qui peut permettre de déterminer en fait qui on a en face de nous, plutôt que juste un diplôme d'une grande école qui va dire... Et moi, j'en ai conscience parce que quand je te parlais de parcours, de trajectoire, c'est ça qui m'a formé aujourd'hui. C'est ça qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et tant qu'on ne prend pas conscience du fait, et handicap ou pas handicap, qu'on se construit grâce aux autres, qu'on se construit avec les autres et qu'on existe pour les autres et avec les autres, et que cette interaction-là, elle est réelle. Et j'ai envie de dire, plus elle est diverse, plus elle est riche, on passe à côté de quelque chose. Moi, je me souviens, mon tout début avec Anne, mon épouse, on venait de deux mondes complètement différents. Mais complètement différents. Moi, je sortais d'un quartier où on écoutait de la funk, Barry White, Marvin Gaye, et j'avais mon flight jacket en cuir et mon t-shirt Camps. Là où elle écoutait U2, de Dépêche Mode, et elle avait sa houppette et ses Doc Martens.
Donc, je schématise, mais culturellement, même, on n'avait pas les mêmes Code. Ouais, les mêmes codes et puis les mêmes Passions, goûts, les mêmes goûts. Voilà. Mais c'est ça qui m'intéressait. La différence. C'était oui. la différence. La curiosité C'est, de te rencontrer autre moi, chose. j'écoute ça, toi, t'écoutes ça. C'est bien, je vais découvrir ça. Et donc, j'ai toujours eu cette appétence, en fait, à être plus attiré par ce qui était différent d'aller me rassurer sur des choses qui sont plus standards pour moi. Voilà. On pourrait en parler pendant des heures, mais on va quand même Oui. commencer à s'approcher des questions de la fin, Ah, qui sont donc les questions qui sont toujours les mêmes pour tous les invités que je reçois sur le podcast. Donc, il faut quand même rester concentré, attention. oui. Donc, la première question, c'est est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler ? Il y a un film que j'aime beaucoup, en fait, que je peux regarder plein de fois. C'est Les Frères Pétard avec Galabru, Villeray et Lanvin. Il y a un film qui me fait presque chialer en fait à chaque fois que je le vois, mais c'est juste la séquence à la fin. Alors je sais même pas te dire de qui il est en plus, tu vois, pour te dire voilà, c'est un bon moment. Je crois que le film s'appelle Tellement proche. Je crois qu'il y a Julie Depardieu dedans, il y a Omar Sy, il y a comment il s'appelle, Vincent Elbaz, et c'est la scène à la fin en fait. Non, ne raconte pas, j'irai le regarder. Non, parce qu'elle est pas plus tragique que ça. C'est plus parce qu'elle me parle, tu vois. Mais il faut pas raconter quand même. D'accord, mais si, parce que autrement tu peux pas comprendre, parce que moi en fait j'aime pas le film, j'aime juste cette séquence. Tu vois ce que je veux dire? Le film en soi, il a rien d'exceptionnel. Voilà, c'est un film mais juste cette scène hein, à la fin. En fait, on a en gros une histoire de couple là, avec un papa qui est vraiment bordélique dans sa tête, qui aime ses enfants mais passionnément, la maman qui est un peu plus réglée, cadrée, et le papa mais rien n'est important pour lui, puis il autorise tout parce que voilà, c'est ça la vie, il faut vivre et tout. Et puis je crois que c'est un peu compliqué pour eux dans la vie, bref. Et à la fin, on voit les parents qui sont plus vieux, et cet enfant qui faisait plein de conneries, qui est devenu acteur de one-man show et qui fait des spectacles. Et du coup, ses parents assistent au spectacle. Donc le gamin du film qui est devenu grand, et puis les parents qu'on a un peu vieillis. Et c'est Vincent Elbaz, son papa. Le gars, on voit le spectacle, on voit pas le spectacle, on voit que les gens applaudissent, patati. Et à la fin, il fait un discours. Et rien que d'en parler, ça. Et je vais essayer de contenir mes émotions. Et c'est tout con, mais à la fin, il dit, en gros, que il veut surtout remercier son père, en fait, qui fait que toute sa vie, ça a été un cirque et que c'était un clown. Et je trouve ce témoignage mais tellement puissant, c'est-à-dire que je me dis, ce sera un hommage que j'aimerais bien recevoir. Oui, je croyais que toi tu t'identifiais en tant qu'enfant par rapport à ton papa. Non, limite, je m'identifie ça serait pas. L'inverse. Ouais, en tout cas, okay. je me dis, c'est pas que j'aimerais recevoir parce que j'ai pas l'impression d'avoir été un clown, mais je me dis c'est un bel hommage. Oui. Tu vois, d'avoir tes enfants qui te remercient parce que tu les as aidés à construire leur truc, et en plus il s'avère que il fait un spectacle comique et oui, il y a du sens dans tout ça, quoi. Voilà, il y a beaucoup de sens. Après, le film en soi, c'est pas un film, tu le regardes, tu dis waouh, quoi. Mais tu vois, c'est souvent des séquences aussi parfois qui peuvent parce que après, oui, des films, il y en a plein qui sont vachement intéressants. Merci en tout cas pour ce partage hyper généreux. On passe quand même à la question suivante qui est: est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Celle qui est le plus ancrée en moi aujourd'hui, c'est un proverbe soufi qui dit que la valeur d'un homme avec un grand H
ne se mesure pas à ce qu'il possède pendant sa vie, mais à ce qu'il laisse après sa mort. Voilà, donc moi, en fait, tu vois, je suis hyper content de rencontrer des gens, de contacter des gens, de toucher juste des gens, de dire bonjour à des gens. Tu vois, si j'ai un objectif de vie, c'est de dire bonjour au plus grand nombre de gens au monde. Tu vois, c'est con, mais tu vois, juste ces interactions, même quand elles sont hyper furtives, elles sont importantes. Un sourire, un signe d'existence, ça m'alimente, ça me donne de la force, de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment en moi. Voilà. C'est vraiment cette notion. De laisser une trace. C'est pas, voilà, c'est pas laisser une trace, marquer l'histoire ou quoi. Mais à chaque fois que j'ai senti une vraie satisfaction personnelle, c'est quand j'ai eu l'impression de transmettre réellement quelque chose. Plus que de recevoir. Voilà. Et l'autre, mais ça c'est aussi un état d'esprit, c'est que moi j'ai toujours considéré qu'une contrainte c'était une opportunité. J'ai toujours affronté une difficulté avec la motivation d'aller chercher quelque chose de nouveau, de différent, de plus fort. Donc j'ai toujours considéré qu'une opportunité c'était un moment, qu'une contrainte c'était un moment où tu allais te poser des questions. Autrement on ne se pose pas de questions. On avance, on est dans son truc. Puis à un moment donné, on est allé super loin, on s'égare, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on doit faire ? Voilà. Moi, j'ai toujours considéré que dès qu'on avait une difficulté, on se posait, et du coup, on envisageait différentes solutions, et on allait vers celle qui nous convenait le mieux. Donc pour moi, c'est contrainte égale opportunité. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder ? Je sais pas... Peut-être renforcer l'idée de la différence et de la richesse. Moi, j'ai un couple, on va dire, mixte, on appelle ça comme ça. Mes enfants sont métis, puisque Anne est française de France, de grands-parents français, avec une éducation du côté de son père qui était plutôt éducation protestante. Moi, je suis... maghrébin, d'origine algérienne, avec une éducation qui est plutôt une éducation musulmane. Et c'est tellement beau, en fait, et c'est tellement puissant, la confrontation des différences, pas la confrontation, l'enrichissement des différences, que c'est vraiment ce qu'il faut pousser. Voilà. Et quand je parle de ça, c'est accepter les différences d'opinion, les différences de situation, d'handicap. Mais toutes ces différences sont des richesses qu'il faut qu'on maintienne en vie, parce qu'on est malheureusement aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus manichéen. Ça veut dire, en gros, on va te demander de prendre position, et quand tu prends position, ça veut dire que tu t'opposes à l'autre camp. On est toujours dans deux camps. On le voit aujourd'hui avec le conflit israélo-palestinien, où on ne peut même plus, en fait, avoir de la peine pour la Palestine et pour les dizaines de milliers de morts sans être accusé d'être antisémite. On a un ministre de l'Éducation ou de l'Intérieur qui traite un footballeur de l'équipe nationale de frères musulmans, alors qu'il y a un professeur qui s'est fait égorger par un malade. Donc on a des trucs là aujourd'hui qui sont qui sont pas beaux. Voilà. Parfois j'aime la France parce que la France, je lui dois énormément. Je lui dois d'être là, je lui dois d'avoir survécu à mon accident. Voilà, je suis content de payer mes impôts aujourd'hui. Quand mon banquier me parle de faire des placements, ça ne m'intéresse pas, parce que je considère qu'aujourd'hui, je paye ma dette à l'État. Et en même temps, il y a des choses qui me désolent aujourd'hui, quand je vois ce qui est devenu notre classe politique et comment on cherche à cliver les gens dans les mettre dans des cases. Il y a les gentils et les méchants. Alors que c'est justement ce mélange des cases et des classes qui a fait la beauté de la France et qui permet à la France de progresser. La France, c'est un pays d'immigration.
Donc voilà, mais ça, c'est pas un sujet lié au handicap. Fawzi, président. C'est un élément. Ouais, bon, je vais déjà être président de moi-même. Non, c'est pas toujours si simple. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ? Franchement, ma plus grande fierté, c'est mes enfants. Parce que voilà, comme disait ma mère, quand j'ai eu mon accident, j'ai quand même pris un lampadaire entre les jambes. Donc entre les jambes, il y a quand même un appareil assez précieux pour pouvoir. Et donc pendant longtemps, en fait, on savait pas si je serais en mesure d'avoir des enfants. Mais en dehors de ça, par rapport à tout ce schéma-là, d'avoir quand même réussi à créer cette cellule familiale et d'avoir 3 enfants merveilleux, Anissa, Arnaud, Adam, que j'aime très fort, qui me donnent, qui m'ont donné la force de se dépasser. Ouais. C'est eux qui m'ont porté. Et puis, bien sûr que s'il n'y avait pas Anne, il n'y aurait pas eu d'enfants. Donc, voilà, c'est ma grande fierté. Ça fait peut-être... voilà, il n'y a rien d'original dans ce que je suis en train de raconter. Mais en tout cas, par rapport à ma situation à moi, c'est ce qui m'a le plus aidé. Ça a été vraiment mon centre de gravité, ça a été mon refuge, ça a été... c'est là que j'ai trouvé ma force et mes ressources. Qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage ? Que rien n'est impossible. Pareil, il n'y a rien de particulier dans ce que je dis, mais en fait, rien n'est impossible à partir du moment où on va vers l'autre, à partir du moment où on est honnête, où on est respectueux. Ça, voilà, c'est des valeurs aussi que mon père m'a transmises, et même si je l'ai perdu jeune, voilà, il y avait cette partie-là dans son éducation, c'est être honnête, faire des efforts, être généreux avec toi-même, généreux avec les autres. Mais vraiment, ce que je garde, en tout cas en tête, c'est rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mais voilà, rien n'est simple non plus. En tout cas, pour moi, aussi, on ne te donnera rien. Voilà. Donc, voilà, il y a des gens qui naissent dans des situations plus... ok, moi, on m'a rien donné. Faut aller chercher. Voilà, on m'a rien donné, à part un coup de main, à part un encouragement, mais ça, c'est hyper important. Mais on m'a rien donné dans le sens, voilà, je suis pas né avec des parents qui m'ont laissé une entreprise, un appartement à Paris et un chalet à la montagne. Non, j'ai pas. On m'a rien donné, quoi. C'est tout ce que j'ai, je l'ai construit. Par contre, on m'a donné ce qui est indispensable. Mais on me l'a donné. Est-ce qu'on me l'a donné ou est-ce que c'est moi qui suis allé le prendre ? Est-ce qu'on me l'a donné ou est-ce que j'ai été aussi réceptif voilà, parce que c'est ça. À un moment donné, on me dit « Ouais, mais Fawzi, toi, tu mérites. » En fait, je ne mérite pas plus qu'un autre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui méritent. C'est le facteur chance après. Mais le facteur chance, il se provoque. Le facteur chance, il fait... on en parlait tout à l'heure. Oui, Pauline, on en parlait dans la voiture. Et il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Tu m'expliquais que tu as eu de la chance parce qu'en fait, aujourd'hui, on avait notre interview et en même temps, tu avais d'autres trucs. Mais en fait, c'est toi qui as fait la démarche aussi de contacter ces fondations pour pouvoir pitcher hier, comme tu me l'as raconté. Donc, il n'y a pas de chance, il y a des opportunités qu'on provoque et qu'on arrive à... Donc voilà, je pense que voilà, on peut peut-être conclure là-dessus. Rien n'est impossible. Toute dernière question. Allez. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Eh ben, de continuer à être heureux et puis voilà, de prendre du plaisir dans la vie. Voilà, de continuer à avoir cette insouciance, cette légèreté. En même temps, cette lucidité, parce qu'il en faut, hein, on n'est pas non plus... puis aussi de vivre voilà, dans un monde peut-être plus beau, parce que là, on part un peu dans des trucs qui sont compliqués, mais non, personnellement, voilà, continuer à être heureux, puis peut-être voilà, pas trop embêté par rapport à mes soucis de santé, parce que même si je les expose pas toujours, ouais,
c'est toujours un peu compliqué de se dire que voilà, j'ai des traitements. Hier, j'ai fait encore ma prise de sang pour vérifier le truc. Et puis voilà, si on peut ne pas me couper la jambe tout de suite, voilà, ça peut être bien ça. Me la laisser encore un peu. C'est tout ce que je te souhaite et je te remercie énormément pour ce moment. Je suis très heureuse de cette rencontre. Je suis vraiment touchée par ta générosité. Enfin voilà, donc merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça plaira aux auditeurs de Pépin Podcast et je te dis à très bientôt. Merci Pauline, à bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à tous pour votre écoute et à Fawzi pour sa confiance. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour retrouver toutes les infos. On se retrouve très vite. À bientôt.